Bon, on va commencer, tranquillement. Donc, merci beaucoup, Clément, de vous être rendu disponible pour cet échange. Ce que je vous propose, c'est que de faire une petite introduction juste pour résumer ce qu'est le groupe de travail et puis ce sur quoi on a atterri dans nos réflexions pour ensuite ouvrir la discussion de manière très ouverte et éventuellement discuter sur des sujets un peu plus d'actualité puisqu'il y a quelques annonces qui ont été faites la semaine dernière. Et donc, voilà, si ça vous va. C'est très bien. Ça marche. Allez, on est parti. Donc, petite intro sur le groupe de travail. Après, on vous laissera vous présenter quand même pour que chacun soit bien au niveau de qui vous êtes, d'où vous venez. Et puis après, on rentrera dans le fond. Le service public partagé. Bon, c'est un groupe de travail qu'on a initié donc, nous chez COV. Bonjour. Bonjour Gilles. Un groupe de travail qu'on a initié chez ECOV, mais qui est ouvert avec des participants d'horizons publics et privés, universitaires. On a rendu un premier rapport intermédiaire fin septembre, donc qui est public, qui est disponible sur le site service-public-partagé.fr. Et en substance, qui essaye de poser quelque chose qui est un début de définition, une définition de la notion de service public partagé, qui consiste à dire, en gros, le service public n'est pas forcément uniquement consommé par un citoyen ou un usager, mais il peut être aussi coproduit par celui-ci. Et donc, on arrive à une définition qui dit, en fait, ça fait intervenir les citoyens dans sa mise en œuvre, et c'est aussi, et c'est une condition clé, sans la contribution desquelles il ne pourrait fonctionner. C'est-à-dire que l'intervention de l'acteur non public, enfin du citoyen, est une condition de fonctionnement du service public partagé. Ce n'est pas juste une option, ce n'est pas juste un supplément d'âme ou une amélioration ponctuelle ou une concertation au moment de la mise en place, c'est consubstantiel à l'existence même de la vie du service public partagé. Mais ce service public partagé, il vise à répondre, on a posé 5 critères, dont les 3 premiers sont des critères classiques d'un service public. Je ne vais pas les reciter, mais ils sont très classiques. Et on en ajoute 2 en disant ça ne pourrait pas fonctionner sans la participation de la société civile et réciproquement ni celle de l'acteur public, parce qu'on peut avoir des services d'intérêt général qui sont portés uniquement par les acteurs privés ou la société civile. Là, c'est vraiment la concomitance de l'action des deux qui est le point clé. Et un critère objectif pour dire qu'on n'est pas sur de l'ubérisation, de la précarisation, du remplacement de l'action classique du service public, qui est que les personnes qui interviennent ne peuvent pas avoir de rémunération. Donc, on ne peut pas ubériser en passant par des gens qui sont auto-entrepreneurs à la place de fonctionnaires. Ce n'est pas du tout l'idée. On peut éventuellement avoir une indemnisation pour partager les frais parce que c'est un moyen d'aider à la contribution par les citoyens. Mais avant tout, les gens le font parce qu'ils sont au titre de citoyens, pas de faux fonctionnaires. Donc, c'est vraiment une notion d'application de l'économie du partage à l'action publique. Et, on entend bien, encore une fois, économie du partage, pas économie de plateforme ou de désintermédiation. Et se dire, en fait, ce service public partagé ouvre des horizons. Mais le fait est que quand on a creusé le sujet, on s'est rendu compte qu'en fait, le service public partagé, c'est un peu comme la prose, on en fait sans s'en rendre compte. C'est des choses qui existent déjà depuis longtemps, dont certains sont historiques. Les juges du tribunal de commerce, c'est 1563 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment extrêmement ancien. Les juges du tribunal de commerce ne sont pas payés. Ce n'est pas des fonctionnaires, ce n'est pas des magistrats professionnels. Et c'est eux qui font fonctionner tout le système de justice économique. Mais encore, les sapeurs-pompiers volontaires qui sont des compléments de sapeurs-pompiers professionnels, enfin, qui sont en articulation et qui constituent un socle absolument clé du fonctionnement de la sécurité en France. Et puis d'autres services qui sont en train d'émerger à la faveur de l'économie du partage, à la faveur du numérique qui facilite ça, et à la faveur de l'engagement citoyen qui prend de nouvelles formes en fait. Et ça, c'était un des points de discussion. On a eu des phases d'engagement des citoyens assez forts par le passé, mais on a après eu une professionnalisation aussi d'action de service public. Et là, on a une autre forme d'engagement des citoyens qui semble apparaître avec une volonté de travailler au bien public, enfin à l'intérêt général et soutenu par l'acteur public pour ça. Et donc, c'est un peu ça qu'on creuse. Alors ensuite, on a brièvement évoqué des sujets qui sont justement la différence entre économie collaborative et économie des plateformes. Donc, on n'est vraiment pas dans une approche d'ubérisation, d'où l'importance de poser des limites. Des complémentarités avec d'autres notions telles que celle du service public citoyen proposée par Base Impact depuis 2018 qui consiste à dire en fait
des services publics peuvent émerger dans leur phase d'innovation, dans leur phase de proposition de citoyens, mais ensuite, ils ont vocation à exister avec ou sans le citoyen, peu importe. Et donc, c'est assez différent de la notion de service public partagé. Donc, les deux sont complémentaires, notamment en phase d'innovation. Et évidemment, les services publics partagés peuvent prendre plein de formes différentes. Donc, on essaie d'avoir une catégorie générale qui permet de regrouper ça, qui permet en premier lieu d'affirmer l'existence de ça, mais après, il y a des déclinaisons extrêmement variées. Il y a un impact potentiellement important de cette approche-là parce qu'on peut aller vers de l'amélioration en quantité ou en qualité des services publics. Nous, on dit vraiment c'est la reconquête du service public, par exemple dans les territoires qui ne sont pas suffisamment denses pour être très équipés. Et c'est la reconquête des cœurs aussi des services publics avec une défiance qui est croissante souvent à l'égard de certains services publics. Là, c'est une façon de réembarquer le citoyen, réembarquer la société civile dans l'engagement. Évidemment, tout ça, il y a aussi des risques et des limites à ces aspects bénéfiques de la participation active du service public. Et enfin, le groupe de travail proposait 3 axes génériques pour faire avancer le sujet. Un, à reconnaître déjà l'existence de la notion de service public partagé, c'est déjà quelque chose de très important. Et éventuellement, lui créer un cadre juridique clair qui permet de clarifier les sujets, dont des notions relatives aux risques juridiques, notamment assurantiels. Ensuite, deuxième moment, c'est garantir, puisqu'il faut reconnaître, mais ensuite, il faut se dire que cette reconnaissance de service public partagé ne soit pas dévoyée, enfin, que le SPP ne soit pas dévoyé, donc poser des principes. Et enfin, développer, si c'est effectivement d'intérêt général comme on le pense, consacrer des ressources au sens général à cette approche qui ne peut pas émerger sans les acteurs publics et qui ne peut pas émerger sans les acteurs privés. Donc, on est à l'intersection de 2 secteurs qui ont parfois vocation à vivre qui vivent un peu de manière un peu séparée. Et enfin, communiquer et mobiliser les citoyens. Voilà, ça, c'était les grandes réflexions des membres du groupe de travail. Et donc, vous retrouvez tout ça sur le site internet avec un appel à contribution. Et dans ce cadre, on a voulu ouvrir les échanges avec des gens qui ont déjà travaillé là-dessus ou qui continuent de travailler là-dessus, soit des praticiens, soit des théoriciens. Et donc, on vous a contacté, Clément, pour rebondir sur les travaux auxquels vous avez participé activement au sein de TITP il y a quelques années et avoir votre regard en fait, sur ces travaux qui sont amorcés, leur intérêt en général, le fond, ce qui est esquissé, et puis les perspectives, ce que vous verriez comme vraiment important à creuser pour la suite dans ce travail. Donc Clément, je vous passe la parole. Je vous laisse peut-être faire une petite intro au départ pour bien représenter à tout le monde qui vous êtes. Merci Thomas pour cette présentation et merci pour l'invitation. Je vous remercie de donner l'occasion de parler de cette étude de la DITP de 2019. Alors moi, je suis enseignant à Sciences Po et chercheur associé à Paris-Saclay. Et avant, effectivement, j'ai travaillé quelques années au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, où je m'occupais d'évaluation de politique publique, et ensuite à la DITP, où je pilotais un certain nombre d'études liées à la mesure de l'impact et à l'innovation publique. Donc, c'est dans ce cadre-là peut-être que je pourrais situer le travail qui était au départ très axé sur l'idée de co-délivrance des services publics. C'était le terme qui était utilisé en 2018 dans un contexte d'installation d'un nouveau gouvernement qui mettait l'accent sur l'exécution des réformes. L'exécution, alors pas au sens criminel ou policier, mais l'exécution au sens de la mise en œuvre. Mettre l'accent sur la mise en œuvre des réformes. En gros, pour le dire rapidement, il fallait que ça avance. Suite à peut-être un mandat précédent, gouvernemental précédent, qui était peut-être plus sur l'analyse des politiques publiques, l'évaluation des politiques publiques, la réflexion. Là, l'idée, c'était le temps de l'action. Et ça s'accompagnait d'ailleurs d'une circulaire exécution du Premier ministre de 2018. Et donc, l'idée de départ, c'était de dire comment on peut associer les citoyens peut-être différemment que simplement leur demander leur point de vue au moment de la conception de la politique publique, et comment on peut les rendre acteurs, pas juste de la conception, mais aussi de la mise en œuvre du service public. Et donc, c'est une étude qui est peu normative, mais qui surtout a permis de dresser un panorama, comme le disait Thomas, d'initiatives qui peuvent exister pour un certain nombre depuis longtemps et d'essayer de les classifier. Et je pense que l'intérêt de l'étude, c'est surtout ça, c'est de donner à voir quelques initiatives et d'essayer de les positionner dans un panorama en fonction de à quoi elles servent, qui elles impliquent et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au service public.
Donc, c'était surtout un travail d'inventaire qui a permis de recenser une centaine d'initiatives, donc effectivement des crèches parentales aux initiatives sur les archives nationales menées en Australie, jusqu'aux applications de type Fix My Street en Grande-Bretagne, en passant par Voisins Vigilants en France, en passant par les sapeurs-pompiers volontaires, des choses comme ça. Et l'idée, c'était de se dire, une fois qu'on a ces 100 initiatives, alors que ce n'est pas exhaustif, mais ça donne déjà une idée un peu de la tendance, 100 initiatives réparties partout dans le monde, ça donne déjà un peu une tendance et une idée sur quel type de politique publique on pourrait appliquer ce type de démarche. Ça, c'est peut-être un enjeu dont on pourrait discuter lors de l'audition. Est-ce que certaines politiques publiques, est-ce que certains secteurs d'action publique se prêtent mieux à ce type de démarche de service public partagé ou de co-délivrance de services publics? Mais ça, on pourra y revenir. Donc, une fois qu'on avait inventorié ces 100 initiatives, l'idée, c'était de se dire comment on peut les mettre un peu d'ordre là-dedans. Et ce qu'on s'était dit, c'était qu'il y avait trois peut-être grandes finalités de pourquoi on faisait appel aux citoyens pour la mise en œuvre des politiques publiques. La première, c'était effectivement pour créer et porter et mettre en œuvre de nouveaux services publics qui n'existeraient pas. Et donc là, peut-être on se rapproche de l'initiative actuelle ou de ce que fait Base Impact, c'est-à-dire mettre des citoyens pour proposer et aller plus loin que juste la proposition, mais aller tester, expérimenter de nouveaux services publics. Ça, c'est une première finalité. Une deuxième finalité, c'était améliorer un service public existant, le prolonger, l'enrichir, lui faire gagner en expertise, par exemple. Et la troisième finalité, c'était de suppléer la puissance publique quand on s'aperçoit qu'il y a, par exemple, une pénurie de places en crèche et que c'est peut-être intéressant de mobiliser des parents pour prendre en charge ce service public que sont les crèches. Ça, c'est un peu les trois finalités. Et puis après, il y avait basiquement un autre axe qui disait mais finalement quels sont les citoyens auxquels on fait appel. Est-ce que c'est des citoyens spécifiques, ciblés, qui peuvent être des experts dans leur domaine, type les sapeurs-pompiers, c'est le cas, tout ce qui est médiateur père ou père aidant, c'est le cas aussi, ou est-ce que c'est un tout à chacun et d'ailleurs plutôt appel à la multitude? Quand on demande à tous les habitants de se mobiliser pour ramasser des déchets lors de Clean Up Days, ou quand on demande à tous les habitants de se mobiliser pour participer à la numérisation des archives nationales comme en Australie. Voilà. Là, en fait, je dis ça parce que c'est deux finalités un peu différentes. Dans un cas, on est vraiment sur de la participation en profondeur de publics spécifiques, et dans un autre cas, on est plutôt sur un appel à la multitude assez ponctuel de citoyens un peu polyvalents. Donc, c'est surtout ça qui est ressorti de l'étude, cette classification-là. Et puis après, un certain nombre de constats, mais je les dégraine rapidement et on pourra y revenir parce que je ne veux pas faire un tunnel d'intervention, c'est toujours désagréable. Je préfère privilégier la discussion. Alors peut-être quelques constats moi, que j'ai retenus de cette étude et qui peut-être vont un peu nuancer votre conception du service public partagé. Le premier point, c'est ce qu'on avait repéré, c'était que l'intérêt financier était marginal dans la plupart des cas. Et c'est ce qui fait, là on est d'accord, c'est un point de convergence avec les réflexions du groupe de travail, mais en tout cas, pour qu'il y ait un service public partagé ou pour qu'il y ait une participation des citoyens au service public, en général, ça ne peut pas être motivé par un intérêt financier, en tout cas pas durable. Ça peut intervenir, une indemnisation, une incitation financière tacite, mais ça ne peut pas être le cœur de la démarche. Ça, c'est ce qu'on avait repéré. Le deuxième élément qu'on avait repéré, c'était que finalement, c'est des initiatives qui sont relativement bien encadrées par la puissance publique. Je dis ça parce qu'il y avait la crainte, quand on avait lancé cette étude, que la DITP cautionne une certaine forme de désengagement de l'État, d'ubérisation, d'État plateforme, etc. Lorsqu'on avait repéré que sur les 100 initiatives, dans 70% des cas, donc 70 initiatives, c'était plutôt à l'origine la puissance publique qui faisait appel aux citoyens pour accompagner la mise en œuvre des services publics. Donc contre un peu le spectre de citoyens qui prennent le pouvoir et qui font ce que l'État n'a pas su faire ou qui prennent acte des échecs de l'État pour se substituer. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'était que c'était plutôt une intervention qui était ponctuelle. Alors là, c'est peut-être là-dessus qu'on est peut-être pas tout à fait en lien, mais
c'était plutôt ponctuel ou intermittent. C'est-à-dire que les citoyens n'avaient pas vocation à participer d'un service public pérenne ou à constituer la condition, pour reprendre les mots de Thomas, la condition sine qua non du service public. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais on peut imaginer que pour le cas des sapeurs-pompiers volontaires, alors même s'ils sont là depuis longtemps dans la démarche, même s'ils sont un élément essentiel du rouage, si demain ça s'arrête, il y aura quand même des sapeurs-pompiers, il y aura quand même des services départementaux d'incendie et de secours, professionnels, etc. Donc c'est intermittent, ponctuel, complémentaire. Bon. Même si ils représentent une part importante et sans eux, le service public ne fonctionnerait pas Ouais. aussi bien. Ça, c'est clair. Il y a un impact budgétaire ou Ouais. pour je sais pas, les crèches parentales, par définition, s'il n'y a plus les parents, ça marche moins bien, quoi. Ouais. Oui, mais alors là, c'est mon quatrième point. Les crèches parentales, ce qu'on avait vu, c'est que ça représente 1%. Ce modèle-là représente 1% du modèle des crèches. Donc, ça veut dire que c'est quand même un pourcentage assez fort. Peut-être qu'il faudrait développer le modèle pour que ça soit un peu plus fort, puisqu'on avait repéré aussi, là, pour lutter un peu contre l'idée que finalement, ça va remplacer le service public traditionnel, c'était pour me dire que ça reste quand même quelque chose d'assez marginal. Le cinquième point qu'on avait vu, c'est c'est pas exempt d'échecs et qu'il y avait un certain nombre d'initiatives qui avaient été soit récupérées à des fins lucratives, soit un peu dévoyées de leur sens originel. C'était notamment le cas de tout ce qui était voisin vigilant, ou vous savez, qui a été recomposé en différentes formes, qui peut avoir donné lieu à des dérives ou à une certaine forme de marchandisation de ce service. Donc il y a aussi des fausses bonnes idées ou des échecs, et ça, on tenait aussi à dire dans le rapport. Et le sixième point, ça concernait un peu les bénéfices à attendre de ce dispositif-là. Et là, je pense qu'on rejoint assez bien ce que vous avez vu dans le groupe de travail, à savoir un bénéfice assez fort sur le lien social et l'engagement citoyen, ça c'est clair. Un bénéfice un peu d'efficience globale pour la société, avec des services publics qui sont mieux mis en œuvre, mieux déployés, plus proches du terrain, par des citoyens usagers. Un troisième bénéfice, puisqu'on était DITP, on était aussi très tourné vers l'argent public. Et la question, peut-être vous l'avez aussi abordé vous dans le cadre de vos travaux, c'est qu'est-ce que ça va changer pour l'argent public? Et là, peut-être une relation un peu ambiguë entre des discours qui disent que ça améliore le lien entre les agents publics et les citoyens, qui sont mieux à même de comprendre le rôle des agents publics et de revaloriser le travail des fonctionnaires, parce qu'ils ont vu ce que c'était que je sais pas, d'instruire des dossiers, d'accompagner une personne en situation de handicap, ou de concrètement faire le travail d'un archiviste dans un service départemental des archives, par exemple. Donc ça, on se met dans la peau un peu des agents publics, donc ça facilite l'intercompréhension mutuelle entre citoyens et agents publics, ça redonne du sens aux agents publics, et en plus, ça leur permet de se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. Donc ça, c'était souvent un exemple qui était pris. Mais on voyait aussi des cas où, typiquement Fix My Street, l'application, qui permet donc aux citoyens de repérer et d'adresser des problèmes sur la voie publique, peut donner un peu de pression supplémentaire aux citoyens, qui non seulement doivent obéir aux ordres de la hiérarchie, mais en plus sont pris en étau par des citoyens qui sont encore plus regardants et leur disent: vous n'êtes pas intervenu là et là, vous n'avez pas végétalisé là et là dans mon espace public, des choses comme ça. Donc une relation peut-être un peu ambiguë, et peut-être un des axes de travail, ça serait de comment vendre, entre guillemets, ces services publics partagés aussi, non seulement aux décideurs publics, non seulement aux citoyens, mais troisième cible, aux agents publics eux-mêmes. Et dernier point, je m'arrête là vraiment, je vous le promets, la question peut-être qu'on n'a pas totalement poussée jusqu'au bout, mais dont on pourra discuter, c'est est-ce qu'il n'y a pas entre guillemets, des métiers sur lesquels les citoyens ou les usagers peuvent participer? Alors, je me suis noté là avant pour préparer un peu cette audition. Je m'étais dit assez simplement, les citoyens peuvent participer à des tâches de gestion, typiquement les crèches parentales, c'est un peu ça. Ils peuvent aussi faire du travail de médiation, qui est du travail de service public, du travail de signalement, on l'a vu, du travail d'instruction ou de traitement de masse, du travail de collecte, du travail d'expertise. C'est peut-être clarifier un peu les métiers et les attendus
un peu de la participation et derrière les contours de la participation. Voilà, j'ai ouvert plein de boîtes, peut-être trop, mais je vous laisse me rebondir, poser des questions, me contredire, amender ce que j'ai dit, me critiquer. Allez-y. Merci beaucoup, Clément. Avant de rebondir là-dessus et sur les différentes boîtes ouvertes, comment vous voyez l'existence du groupe de travail d'une part et les grandes pistes qui ont été esquissées dans ce groupe de travail par rapport à justement tout ce que vous avez dit de manière un peu synthétique, justement les points de divergence ou de convergence que vous auriez sur ces travaux amorcés? Déjà, je me réjouis parce que la discussion, elle se prolonge grâce à ce groupe de travail-là. Et en plus, elle crée de la controverse qui est hyper utile pour faire avancer le sujet. Je vois aussi qu'il y a un peu une sédimentation de tout ça, parce que nous, on avait travaillé en 2018, mais l'OCDE avait déjà travaillé depuis 2014 sur ces questions-là, sur la notion de service public augmenté. Il y a aussi Blaise Impact qui a travaillé là-dessus. Le gouvernement a lancé des choses sur la participation citoyenne. Donc, je me réjouis qu'il y ait une espèce d'écosystème d'acteurs qui travaillent sur ces questions-là. Peut-être sur le groupe de travail, moi, le, ma crainte, mais je le dis de façon assez honnête et puis en étant extérieur, en n'ayant pas trempé plus que ça dans votre groupe de travail, c'est peut-être attention à ne pas créer un modèle ou à ne pas être trop normatif dans l'approche en disant c'est ça doit être le service public partagé et ça ne doit pas être le service public partagé. J'ai le sentiment, mais ça a été pareil pour la participation citoyenne au sens de demander son avis à des citoyens, j'ai le sentiment que le sujet mérite mieux que d'être mis dans des contours assez formels et assez normatifs, qu'il y aura peut-être beaucoup de formes de services publics partagés, donc service avec un S, public avec un S, partagé avec un S, peut-être plein d'avatars, et ça peut-être rester ouvert à ces différentes formules, de pas avoir la tentation de ne pas faire une école, en fait. C'est ça que je peut-être défendrai comme point de vue. Ne pas non plus focaliser sur la procédure parce que vous savez, je travaille aussi sur les questions de la participation citoyenne et sur la participation citoyenne, on a beaucoup essayé de raffiner le modèle. Quels sont les dispositifs qui permettent le mieux aux citoyens de participer? Est-ce que c'est les conférences de consensus? Est-ce que c'est les sondages délibératifs? Et peut-être au détriment des bénéfices ou des apports pour le citoyen lui-même. Donc peut-être accorder moins d'importance peut-être à la procédure, au cadre méthodologique qu'à véritablement finalement les apports et les effets de ce service public partagé. Et puis le dernier point, parce que je me suis noté ça quand vous disiez, c'est peut-être bien de travailler à un cadre juridique. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permettrait de faire reconnaître la pratique, de l'encadrer, mais peut-être qu'il y a aussi la notion de cadre éthique à mettre en place. Je ne sais pas si vous avez abordé ces questions dans le groupe de travail. Mais c'est un élément peut-être qui s'inscrit sans doute dans le cadre juridique, mais à pas perdre de vue. Quelles sont les conditions de la participation? Entre votre premier et le troisième point, il y a un lien qui est, en fait, la tension qu'on a, c'est comment est-ce qu'on arrive à valoriser l'existence du service public, le soutenir, et donc lui donner un cadre qui favorise ça, parce que si on dit tout est possible, en fait, rien n'est possible. Et notamment quand on a de l'intervention publique, parce que l'intervention publique est globalement elle-même extrêmement cadrée. Donc les domaines d'intervention, les modalités d'intervention sont cadrées. Donc il y a d'un côté cette tension, ce besoin-là d'apporter un cadre, et de l'autre, le besoin qui est celui que vous évoquez de laisser les choses ouvertes, en fait. Donc, par exemple, sur la question du cadre juridique, on s'était posé la question, franchement, ce n'est pas tranché, je crois que c'est dans le rapport, on a évoqué les différentes pistes, mais ça va du soft law avec une sorte de charte ou de principes généraux à du hard law avec l'inclusion dans la loi avec des définitions de critères très, très précis. En tout cas, c'est quelque chose qui mérite d'être amélioré et pour lequel on a une vraie tension, quoi. C'est comment on donne les conditions de se développer sans pour autant contraindre complètement. Mmh. Je peux passer volontiers la parole à nos participants actifs du groupe de travail, notamment à Pierre et Benoît, et aux autres membres qui participent, enfin aux autres personnes qui participent, Gilles, Bertrand, n'hésitez pas aussi à intervenir dans la suite de la discussion. Mais Pierre, je vous passe la parole. Oui, quelques mots. Enfin, bon, je crois qu'on
on avance et on est au cœur d'un certain nombre d'enjeux que je considère comme essentiels. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur les services publics en France et en Europe. Bon, certains autour de la table peuvent en témoigner. Et de réflexion faite a posteriori, enfin bon, en essayant de... Qu'est-ce qui fait l'essence du service public en France et en Europe? Alors, je ne généralise pas à l'ensemble de la planète, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est de répondre aux besoins. Répondre aux besoins de chaque habitant, de chaque citoyen, de chaque collectivité, de chaque acteur économique, social. Bon, c'est la réponse aux besoins. Alors, à partir de là, la première question qui se pose, et j'ai déjà eu moult débats en la matière, est-ce que les besoins, on les connaît? On m'a souvent répondu, mais oui, mais bien sûr, on les connaît et on organise le service public. Moi, je pense profondément qu'on les connaît très insuffisamment. Et donc, le préalable, le prérequis, c'est d'organiser l'expression des besoins. Je prends juste un exemple d'actualité, enfin d'actualité chaude. Doctolib. Pour moi, ça devrait être un service public au cœur de l'action publique aujourd'hui dans le contexte de la pandémie. Et pourtant, c'est une initiative privée qui est venue de gens ayant senti qu'il y avait un besoin, que le service public traditionnel ne répondait pas et qui se sont engouffrés dans la brèche en tant qu'initiative privée et ainsi de suite. Bon. Et là, je pense qu'il y a eu défaillance de l'action publique de ne pas avoir permis de recenser ce besoin et de voir comment essayer d'y répondre. Pas forcément avec le modèle traditionnel top-down qu'on connaît parfaitement, mais en organisant justement du service public partagé. C'est un excellent exemple, je crois, de... Alors, on dit aujourd'hui, bien sûr, mais maintenant, service public, on demande l'avis des gens à chaque fois qu'ils se connectent. 1, 2, 3, 4, 5, choisissez. Bon, c'est pas ça l'expression de l'organisation, l'expression des besoins. C'est bien en amont de la satisfaction ou de l'insatisfaction. Ça en fait partie, l'insatisfaction, parce que ça permet de dégager des manques potentiels. Mais je crois que c'est... Et donc, moi, ma démarche, c'est de dire, et c'est pour ça que je me suis bien retrouvé dans la démarche service public partagé, c'est finalement, il y a un potentiel d'émergence, d'initiative, d'intelligence du terrain qui répond à un certain nombre de besoins et qu'il faudrait permettre de favoriser, d'organiser avec des dimensions éthiques, avec un cadre souple, d'ailleurs pas un cadre figé, hein, les 3 grands principes. Voilà. Et ça, je crois que ce changement, passer du top-down à l'agrégation du bottom-up et du top-down, je ne le nie pas, mais je crois que c'est ça l'enjeu, finalement, qu'on retrouve bien dans le service public partagé. Et c'est pour ça que je me suis bien retrouvé dans la démarche du groupe de travail. Pour prolonger ce que disait Pierre, bonjour à tous, moi je suis Benoît Thirion, je suis consultant en stratégie et je travaille aussi depuis quelques temps sur ces sujets de service public. Notamment, on avait travaillé avec Pierre ensemble sur un rapport pour Terra Nova qui était bien dans la perspective de ce qu'il vient de dire. Et pour agir là-dessus, j'allais dire aussi que au fond, est-ce qu'il n'y a pas un besoin aujourd'hui en tant que tel pour les usagers du service public qui est celui de la participation? C'est-à-dire qu'on est quand même dans un environnement, notamment avec la digitalisation, où si on fait l'analogie avec notre comportement de consommateur, on a le besoin dans nos actes de consommation de participer, voire d'avoir des services personnalisés, de co-construire un certain nombre de services. Et je pense que c'est la même chose pour le service public, ce qui amène aussi à se poser la question d'une façon un peu différente, qui est de se dire, est-ce que si le service public n'intégrait pas un peu plus de participation et de co-construction, finalement, il ne se déconnecterait pas, il ne prendrait pas le risque de se déconnecter de ses usagers. Est-ce que c'est une perspective que vous avez étudiée dans le cadre de vos travaux, ou qu'est-ce que vous pensez de cette perspective-là? Parce que c'est vrai qu'on voit que l'administration a beaucoup tendance à aborder le sujet, et c'est normal, hein, en se disant
ouh là là, attention, il y a des usagers qui veulent participer aux services publics, est-ce que ça rentre dans le cadre de mon action, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais bon, il faut aussi partir de l'usager, c'est là où je rejoins Pierre, et répondre à ce besoin-là qui est celui de participer, de co-construire, parce que ça permet de personnaliser les services, de répondre parfaitement aux attentes. Et puis aussi, ça me permet de réagir sur autre chose que vous aviez dit, ça permet aussi d'avoir des services là où il n'y en a pas, et notamment pour des raisons financières. Ce n'est pas à Thomas que je vais apprendre ça, mais voilà, le covoiturage, tel que Ecov l'a mis en place, c'est aussi ça, c'est répondre à des besoins de mobilité là où il n'y en a pas parce que ça coûte trop cher aux collectivités. Donc, il ne faut pas non plus. Je pense que je comprends l'idée de dire qu'il ne faut pas le faire pour des raisons financières, mais il faut aussi avoir cet intérêt-là. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. D'autres remarques ou réflexions, ou vous voulez que je réponde Non, maintenant? allez-y, Clément. Ok. Non, mais peut-être pour vous dire que déjà, je partage totalement votre point de vue là sur est-ce qu'on connaît les besoins. C'est pas simplement y répondre stimulus, réaction, mais c'est bien de quel dispositif d'écoute des besoins des usagers on se dote pour pouvoir ensuite y répondre. C'est vrai que ce maillon-là, il n'est pas suffisamment pris en compte. Alors, je suis d'accord avec vous, Benoît, sur le côté, il faut peut-être faire plus de place à la participation des citoyens, des usagers dans la conception des politiques publiques, dans la façon dont on va mettre en œuvre ensuite les politiques publiques. Mais ce qu'on voit depuis quand même quelques années, c'est que quand on fait de la place aux usagers pour les politiques de santé, les politiques sociales, finalement, c'est quand même assez bien encadré, pour ne pas dire cornérisé. Et la capacité d'innovation et de prise des paroles sur les usagers, elle est assez limitée. En fait, elle pèse assez peu derrière les choix qui sont faits. Et je ne suis pas sûr que si on avait mis un groupe d'usagers auprès de la direction générale de la santé, ça aurait abouti à l'invention de Doctolib. Mais ce n'est pas du tout pour être pessimiste, parce que j'encourage la participation citoyenne. C'est hyper bien que des usagers puissent participer aux instances de décision de l'action publique. Je dis juste que peut-être que et ça c'est quand même quelque chose qui est relativement bien installé aujourd'hui. Ma focale, elle est plutôt sur le fait de dire comment on fait pour changer un peu le paradigme de l'action publique et de mieux prendre en compte les usagers dans les politiques publiques. Et alors, il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui existent. Comme en témoigne aussi la place des designers de services publics. Vous avez tous peut-être entendu parler de l'émergence du design de services publics et de la place croissante que prennent les designers dans les politiques publiques. Designers au sens propre du terme, c'est-à-dire des gens qui étaient formés dans des écoles de design industriel ou design artistique et qui aujourd'hui de plus en plus interviennent sur des politiques publiques. Pourquoi ? Parce que ce qui va caractériser un designer, c'est sa capacité à comprendre les usages et à analyser le besoin. Le designer il est capable de vous dire comment vous voulez une armoire parce qu'il faut qu'elle soit à hauteur Dieu et il faut qu'elle soit esthétiquement, etc., qu'elle rentre dans vos appartements, etc. Et en fait, c'est exactement pareil, c'est ce qu'apportent les designers dans l'action publique. Alors, ça se matérialise d'abord par les... si ça vous intéresse, je pourrais passer plein de documents là-dessus parce qu'il y a beaucoup de liens entre design et action publique innovante. Mais d'abord, on a fait appel aux designers il y a quelques années, en gros, il y a 5-6 ans, pour d'abord repenser les espaces d'accueil. Ça, c'est un classique. Les guichets uniques, les parcours dans les administrations. C'était un premier point, mais aujourd'hui, même pour repenser les contours du service public, ce qu'attendent les usagers. Et donc, ça se matérialise par des vrais savoir-faire en termes d'immersion, de compréhension des besoins, d'être capable de passer du temps avec les usagers pour savoir ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit une culture qui soit totalement naturelle pour les agents publics. Et c'est pour ça que je me permettais vraiment d'insister sur les agents publics, parce que c'est souvent le maillon oublié. On va parler des citoyens, on va parler des décideurs publics. Seulement, au milieu, il y a quand même des décideurs intermédiaires, des chefs de service, des directeurs d'administration, des chefs de bureau, des services instructeurs. Et si eux n'ont pas conscience qu'ils travaillent pour des usagers, c'est un peu compliqué de leur dire les citoyens ils veulent ça, on va les faire participer, puisque pour eux c'est une épine dans le pied. Et il faut rajouter de la place dans la gouvernance pour des usagers, il faut qu'ils testent leurs solutions auprès d'usagers. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne leur demande pas?
etc. Et ça, je vous assure que c'est pour accompagner pas mal de collectivités ou pour suivre les projets, demander à un DGA de transport dans une région qu'il va falloir qu'il pense ses politiques publiques en fonction des usagers. Pour lui, il va vous dire, et ça c'est véridique, mais nous, on n'a pas d'usagers. Parce que lui, son but dans la vie, c'est de prévoir des trains, acheter des rames, faire des lignes, construire des LGV, mais ce n'est pas de se dire qu'il faut que les usagers soient contents ou empruntent les rames. Ça, c'est un résultat, il n'y en a pas qui le dépasse. Et ça, je vous assure que c'est un challenge très, très fort que d'amener cette culture de l'usager. Alors, c'est peut-être un peu périphérique par rapport au service public partagé, mais à mon avis, c'est vraiment, ça doit accompagner le mouvement des services publics partagés. Et donc, de plus en plus, il y a aujourd'hui cette injonction à se mettre dans la peau des usagers, à prendre en compte le point de vue de l'usager. Et là, ça passe par, à mon avis, vraiment de la formation à ces méthodes d'observation, d'immersion, de prototypage qui aujourd'hui sont l'apanage des designers, mais qui devraient être complètement intégrés aux formations des agents publics. Et alors, j'avais noté autre chose. Par rapport à l'exemple Doctolib, mais attendez, ça va me revenir. Oui, je me posais surtout la question de savoir dans quelles conditions on aurait pu avoir un Doctolib public, c'est-à-dire développé au sein même d'une organisation publique, pour reprendre votre exemple. Et ça m'interpelle un petit peu. Et là, et oui, c'est ça, c'est d'accord, j'ai retrouvé mon point. Je m'étais dit que là, pour le coup, peut-être le secteur privé a une longueur d'avance sur le secteur public. Je ne défends pas du tout le secteur, je ne passe pas du tout le secteur privé au secteur public, mais la capacité qu'on voit dans des grandes entreprises privées de permettre aux employés, aux salariés de dédier du temps personnel, 10%, 15%, un jour par semaine au développement ou à la conception de projets personnels, je pense que ça fait cruellement défaut dans la fonction publique. Alors, bien sûr, on ne peut pas le faire parce qu'il y a déjà des tensions sur les postes, sur la charge de travail, c'est complexe, mais je ne sais pas, on pourrait imaginer que si à la DGS, à la Direction Générale de la Santé, ils avaient autorisé un petit groupe d'agents publics un peu innovants à dédier 10% de leur temps à régler des problèmes dont ils s'aperçoivent que ça remonte et qu'en revanche, ce n'est pas dans leur lettre de mission et c'est à côté, etc. Peut-être que ça aurait permis de développer un Doctolib au sein de l'administration. Bon, mais c'était juste une réflexion. Doctolib n'est pas un exemple de service public partagé, donc on déborde sur le sujet. Mais puisqu'on est parti, je vais mettre mon grain de sel. Personnellement, sur ce sujet-là, je pense que en fait, l'initiative de type Doctolib, c'est une petite entreprise au départ. Enfin, c'est une start-up, hein, donc c'est quelques personnes. Est difficilement reproductible dans l'administration. Alors peut-être que la piste du temps libre peut être une façon de faire. L'approche de BetaGouv, c'est un peu ça aussi, c'est pas mal, il y a des pistes, mais c'est quand même assez différent quand c'est vous-même qui portez votre projet, vous dormez, vous mangez, vous faites que ça. Je suis relativement bien placé pour le savoir. Et donc ça crée quelque chose. Mais ce qui manque pour moi, c'est qu'en face, on est l'équivalent de ce qui fait l'essence au sens de fuel hein, du secteur des startups, à savoir l'argent. Et aujourd'hui, il n'y a pas de capital risque public qui est capable d'investir dans une initiative d'impact public, en fait. Donc, les acteurs aujourd'hui du capital risque investissent dans des entreprises qui ont un objectif de rentabilité. Mais des acteurs qui pourraient avoir la même capacité d'investir dans des entreprises pour concrètement prendre la place d'investisseurs en capital risque privé, mais en étant des capital risque publics, ça répondrait exactement à ça. Et en fait, je ne sais pas, ça doit être la Sécu qui a un fonds d'investissement en capital risque public qui aurait investi dans Doctolib, qui aurait été une initiative privée, mais au départ, mais qui serait devenue par son capital en fait une grande entreprise publique, exactement comme Transdev, Keolis, RATP, etc. sont des grandes entreprises publiques. Ce dont on manque aujourd'hui, de mon point de vue, pour l'émergence d'innovation dans le service public, c'est des entreprises publiques innovantes. Et on a des acteurs publics qui portent, parce que c'est des autorités organisatrices, pour les transports ou pour d'autres choses. Certaines exécutent parce que c'est en régie, mais on a tout un phénomène d'innovation qui peut venir d'un secteur un peu plus libre, entre guillemets,
qui a besoin d'être nourri, il n'y a pas de raison que ce soit que du privé, quoi. Ça peut très bien être du public potentiellement. Bon, ça n'a rien à voir avec les services publics partagés, mais moi, je pense que c'est aujourd'hui un maillon clé dans l'innovation publique qui manque. Donc, si on revient sur notre sujet de service public partagé, quand même. Donc, l'idée, il y a un point qui me semble assez clé, et effectivement, sur lequel moi, pour le coup, je diverge avec votre analyse et qu'a relevé Benoît, qui est la question de l'intérêt, y compris économique. Donc, on a un intérêt qualitatif, mais on a aussi un intérêt potentiellement économique. Vous le mettiez vraiment en mineur, hein, ou voire en inexistant quasiment dans le rapport à ce que vous relatiez. Alors, de mon point de vue, ce n'est pas le cas, ou en tout cas, ça pourrait ne pas être le cas. Peut-être que c'est le cas aujourd'hui, parce que justement, il n'y a pas eu d'encouragement, de portage de cette approche. Mais, et là, je vais rebondir sur le point de Benoît qui m'a tendu la perche, mais nous, quand on déploie des lignes de covoiturage, ce qu'on vise, c'est mettre un service avec une haute fréquence dans un territoire où la densité est trop faible pour qu'on ait une haute fréquence avec du bus ou du transport à la demande qui coûterait encore beaucoup plus cher. Et ça, c'est intrinsèquement un gain économique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une réduction budgétaire parce que c'est une dépense supplémentaire, mais par contre, en termes de performance, de capacité d'intervention, c'est un ratio qui n'est pas équivalent avec des services publics conventionnels. Et donc, en fait, on dessert les contraintes budgétaires de l'intervention classique en imaginant que des choses sont coproduites par les gens. Et je pense qu'au-delà de la question de la mobilité, il y a vraiment des marges de manœuvre considérables là-dessus. Mais il faut vraiment le prendre comme tel. C'est-à-dire que oui, il y a vraiment un objectif d'optimisation. Là, en l'occurrence, sur la question du covoiturage, c'est on prend des actifs privés qu'on va socialiser en quelque sorte et qu'on va rendre exploitables pour le bien public. Et on pourrait très bien avoir ça de manière plus globale. Et c'est quand même dommage, je pense, d'imaginer que ce n'est pas une vraie marge de progression de l'action publique que de se saisir de ça, parce que de mon point de vue, c'est une vraie perspective de manière structurelle. Et j'aimerais bien qu'on en discute et savoir ce que vous en pensez, parce que ce n'est pas votre constat, en tout cas le constat de l'étude. Qu'est-ce qui s'oppose à cette approche? Alors, l'étude, elle reflétait ce qui existait. Et dans ce qui existait, on avait vu que ce modèle-là que vous défendez et développez, en fait, ne correspond pas aux initiatives qu'on avait pu recenser. Peut-être si on avait recensé une initiative qui correspondait à ça, mais qui, on le voit, nécessite peut-être un peu plus d'ingénierie, d'être plus abouti que simplement dire à quelques citoyens de venir ramasser des déchets sur une plage. On aurait dit que finalement, il y a de la place pour un intérêt économique et qui n'est pas juste marginal, etc., qui n'est pas juste de l'incitation ou de l'indemnisation. Donc, c'est simplement, moi, je n'ai pas du tout de religion là-dessus. Hein. Je ne dis pas il faut que ça soit pas du tout, ça ne doit pas du tout intervenir les éléments marchands économiques dans le modèle. J'ai juste qu'au final, sur les 100 initiatives qu'on avait recensées, presque aucune n'avait cette essence-là, au sens fuel, comme vous dites, dans son modèle. Là-dessus, moi, je demande à être convaincu, je demande qu'à être convaincu, et je pense que ça serait une très bonne chose de tester ça, de pousser un peu plus. En revanche, j'ai quand même deux points d'interrogation par rapport à ça. Je me disais juste comment, là-dedans, du coup, un citoyen, entre guillemets, usager, reste bien citoyen usager, c'est-à-dire peut partir et revenir quand il veut. C'est aussi ça l'idée de la différence entre être citoyen ou usager et peut-être être sous la forme d'un contrat ou d'un salariat. Donc, comment on fait pour partir et sortir dans ce modèle-là? C'est la première crainte. Et ce qu'on avait vu aussi, c'était qu'il y avait peut-être aussi des cas et qui sont aussi des cas assez bénéfiques, d'associations des citoyens au service public sur des bases qui ne sont pas toujours volontaires. Je dis ça parce qu'il ne faudrait pas non plus éclipser des cas où, typiquement à Washington, ils avaient demandé aux jeunes mineurs qui étaient condamnés, plutôt que d'exécuter des peines assez classiques, de participer aux travaux de gestion, d'instruction, d'envoi des courriers du tribunal. Et bon, c'est assez classique, on pourrait dire que c'est presque des travaux d'intérêt général. Mais ça, ils participent au service public, ils ne sont pas volontaires, ils ne sont pas payés. Et par contre, ça profite au service public.
Ça profite aux agents publics dans les tribunaux parce que du coup, ils sont déchargés de certaines missions qui sont un peu rébarbatives. Et en plus, ça fait baisser la récidive, donc ça profite à la société. Donc voilà, il y a aussi comment, du coup, dans ce modèle économique, on intègre aussi des cas qui seront forcément plus compétitifs de main-d'œuvre captive, voire presque complètement gratuite, qui pourrait exister via, je sais pas, des prisons, des peines de justice, du service civique, et des choses comme ça. C'est mon deuxième point d'interrogation sur comment on fait pour ça. Bon, sur le deuxième, je n'ai pas forcément de réponse, parce que nous, en l'occurrence, on ne fait pas travailler de prisonniers. Mais non, mais par contre, la question du service civique se pose. Par exemple, on a besoin d'animation locale. Est-ce que les services civiques, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais est-ce que les services civiques pourraient participer et faciliter en fait, la mise en œuvre opérationnelle? Ça pourrait, c'est des pistes. Mais pour revenir sur la première, la question de la liberté en fait, de participer ou pas, et ça renvoie à un point, une catégorisation que vous aviez listée en début de votre intervention, qui est la distinction aujourd'hui entre des gens qui sont très impliqués et très spécialistes, par exemple les sapeurs-pompiers volontaires, ou la multitude. Et la réponse à votre question sur la liberté, en tout cas de mon point de vue, c'est justement la multitude. C'est le fait qu'en fait, on n'est pas dépendant de quelques unités, mais que c'est bien la multiplicité des gens qui participent qui offre une liberté à chaque individu. C'est typiquement ce qu'on fait exactement sur les lignes de covoiturage. C'est le principe même du style de miser sur le flux de voitures qui fait que, quelles que soient les personnes qui passent à ce moment-là, en fait, on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui passe. Il n'y a pas eu besoin de programmation individuelle. Mais ça, c'est un principe qu'on utilise de manière opérationnelle, très concrète. Mais c'est quelque chose qui, logiquement, devrait se généraliser. Mais alors, c'est vrai que là, de nouveau, on retrouve une tension parce qu'à partir du moment où on va investir dans l'engagement citoyen, et typiquement un sapeur-pompier volontaire, qu'on va leur offrir de la formation, qu'on va les amener à s'engager, à déplier ce qui est valorisant socialement, donc ce qui les retient, etc., on va aussi en devenir dépendant. D'où le fait qu'effectivement, il peut y avoir au cas par cas une tension sur cette liberté. Après, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, même, à part une pression morale, entre guillemets, par un sapeur-pompier volontaire, il arrête quand il veut. Voilà, sur un conducteur sur une ligne de covoiturage encore plus, c'est vraiment au cas par cas, mais de manière globale, le principe général, c'est que vous avez une liberté de participation, modulo éventuellement une période d'engagement ou quelque chose, mais je pensais aux juges des tribunaux de commerce qui sont quand même élus pour une période, donc il y a quelque chose qui les engage un peu, mais à la fin, ils ne sont pas obligés de continuer, quoi. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas donc. Moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit un frein majeur, mais c'est un point important à souligner. Je ne sais pas si Benoît ou Pierre, vous aviez des. Ou Manon? Non, je suis totalement en ligne avec ça. Ok, et alors pour creuser la question de l'exemple que j'avais trouvé, que vous aviez, quand on avait discuté en direct ensemble, que vous aviez mentionné, de la participation des personnes condamnées à la vie de la justice, moi j'avais trouvé ça assez passionnant en fait quand même comme perspective, parce que c'est peut-être plus intelligent que de faire des travaux d'intérêt généraux qui sont déconnectés de la peine ou déconnectés du système judiciaire, ou même des pires de la prison qui n'a aucune valeur ajoutée pour personne, si ce n'est le motif de punition. Et qu'est-ce qui si on creuse ce point-là, c'est très spécifique, c'est la justice. Donc, on pourrait quand même parler, on pourrait imaginer le service public, les services civiques, on en a parlé. On pourrait imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Je lance un truc polémique. Non, mais les demandeurs d'emploi, et alors il y a l'approche demandeur d'emploi qui vous devez travailler pour avoir droit à du chômage, et vous avez une autre approche, mais qui in fine se rencontre beaucoup, qui est l'approche de type territoire zéro chômage, où le principe c'est de transformer les allocations en moyens pour faire du travail productif. Donc en fait là on a une notion à un moment de flux d'argent public, ou de contraintes à travailler, c'est d'une manière ou d'une autre, par décision de justice ou parce qu'il y a de l'argent qui tombe en contrepartie, qui fait qu'on peut imaginer de demander des choses aux gens. Mais on sent bien que c'est glissant quand même. On sent bien qu'il y a un sujet, que c'est éthiquement, il y a des limites à poser.
Et si on se prend là, 5 minutes avant de clore sur ce sujet-là, qu'est-ce qui vous viendrait en tête les uns les autres sur cette perspective voilà, de travail individuel, privé, mis à disposition de l'action publique parce qu'il y a de l'argent ou parce qu'il y a une décision de justice, une contrainte? Moi, je crois que la richesse du service public partagé, c'est quand même que ce soit sur une base volontaire. Et si tu le rends contraignant, tu sors un peu de la philosophie, même de la raison d'être en fait, de ce type de service. Ah, il n'est plus tout à fait partagé, quoi. Non, c'est ça. Il est vaguement contraint. C'est ça. Donc, non, je serais un peu sceptique. Tu as des dispositifs d'ailleurs sur une base volontaire qui sont mis en place sur le mentorat, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça ressemble aussi un peu à du service public partagé, par exemple, pour pallier les insuffisances de l'orientation. Vous avez peut-être vu que le gouvernement a mis en place un portail où on peut s'inscrire et où on est mis en relation avec des associations pour coacher des jeunes et les aider à s'orienter. Je trouve ça plus intéressant de le faire sur une base volontaire comme celle-là, mais très large, pour le coup, parce qu'ils ont un peu communiqué, c'est ouvert à tout le monde, et ça se fait très facilement par une mise en relation que par la voie contraignante. Par contre, on peut imaginer que, oui, ce type de public-là, les gens qui recherchent un emploi, par exemple, puissent être sollicités de façon active pour participer à ce genre d'initiative. Mais à mon avis, il faut conserver cette dimension volontaire. Donc non, je suis d'accord. Dans la définition qu'on a posée, on pourrait mettre il faut que le citoyen participe, c'est une condition sans laquelle le service public n'existe pas, de manière bénévole. Enfin, volontaire, quoi. C'est pas la contrepartie soit d'une décision de justice, d'une contrainte, l'application de la force, légitime de la force, n'est-ce pas, soit la contrepartie d'un service public qui est, par exemple, des minima sociaux ou je ne sais quoi. Ça serait, voilà, voilà. Moi, je suis d'accord et je pense que on peut le poser très clairement, on pourrait le préciser. Mais bon, enfin, la question des institutions est quand même, des incitations, pardon, est quand même, c'est un lapsus, est quand même intéressante parce que moi, ce que j'avais trouvé intéressant là, dans l'exemple que je cite souvent des archives australiennes, c'est que l'incitation, elle est elle-même, enfin, c'est gagnant-gagnant parce que l'incitation à venir passer du temps pour numériser les archives, l'incitation, elle est en bon de service public, entre guillemets, puisqu'on a un abonnement pendant 1 an, ou je ne sais plus combien ils avaient fait, à la Bibliothèque nationale australienne. Donc, alors peut-être que ça crée aussi des effets d'entre-soi, où la personne qui participe est la personne qui est le plus proche du service public parce qu'elle sait qu'elle va être incitée à avoir 1 an d'accès à la grande bibliothèque australienne. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des récompenses sous la forme de choses qui améliorent encore plus l'impact du service public sur les habitants, sur les gens. Alors, ça n'a rien à voir, mais je vais peut-être donner un exemple parce que j'ai lu ça l'autre jour et ça me trotte dans l'esprit depuis. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, c'était une tribune dans l'IB d'économistes qui disait pour inciter les gens à arrêter de fumer, il faut qu'on les récompense, ceux qui arrêtent de fumer. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Ça m'avait frappé, mais le constat de ces économistes qui avaient fait une expérimentation, c'était de dire, en fait, on a tout essayé pour en tout cas arrêter le tabac. On a les politiques de prévention, d'information, de la fiscalité, la réglementation. On arrête de fumer dans les lieux publics. On augmente année après année le paquet de cigarettes. Et il y a des gens en fait, chez qui en fait, ça ne marchera pas parce qu'ils auront tellement l'utilité qu'ils retireront de fumer 1, 2, 3 paquets de cigarettes sera toujours plus forte que la perte de 15-20 euros. Donc, ils disaient, essayons autre chose et peut-être essayons de récompenser ceux qui arrêteraient de fumer en leur donnant des chèques cadeaux, etc. Et c'est notamment une expérimentation qui a été menée sur des femmes enceintes pour qui, en fait, concrètement, il faut qu'elles arrêtent, mais on a tout essayé sauf… voilà. Donc, de les récompenser. Et apparemment, l'étude, qui était un peu une première dans la matière, montrait que ça pouvait marcher et que c'est un peu contre-intuitif de se dire, en fait, on va récompenser les gens pour arrêter de fumer. Et je pense que c'est peut-être un peu je vous livre ça parce que je me disais que dans l'idée un peu état d'esprit, ça peut être aussi ça, en fait, se dire, il ne faut pas condamner, se dire, en fait, on va récompenser des gens qui ont été condamnés. Oui, mais parce que c'est pour la bonne cause du service public.
Non, mais alors, là-dessus, on est un autre exemple du sujet. Alors, je reviens encore sur ce qu'on fait, le covoiturage, mais nous, on indemnise, enfin, ce n'est pas nous en fait, hein, c'est les collectivités qui indemnisent des conducteurs pour mettre à disposition leur siège libre, qu'ils trouvent ou pas un passager. Et c'est une indemnisation à condition que les conducteurs participent bien à la ligne, donc passent par les points clés, s'engagent à prendre un passager. Mais c'est une indemnisation qui vient permettre de créer l'offre et qui effectivement provient de la collectivité. Et du point de vue de la dépense publique, c'est très intéressant parce qu'un siège libre dans une voiture comme ça coûte au moins 3 fois moins cher que le même mis en place dans un transport collectif qui ne voit pas le jour de toute façon parce que ça coûterait trop cher, les volumes à déplacer ne sont pas suffisants, etc. Et donc, c'est exactement ça. En fait, c'est par rapport à notre point de précédent, en fait, c'est pas de la contrainte, c'est pas de l'obligation, mais par contre, il y a une intervention publique incitative qui va permettre d'engager les personnes dans une dynamique d'intérêt général. Alors, en l'occurrence, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi de la valorisation sociale, ça peut être d'autres formes effectivement, de l'accès à d'autres services publics, à des équivalents de bons d'achat en quelque sorte. Et ça déclenche de la participation qui est très utile. Et c'est une autre façon de voir la dépense publique, en fait. C'est plus de l'achat de prestations, c'est la contribution, enfin, c'est la contribution aux frais, pour ce qui est de la question du covoiturage, et plus globalement, de donner accès, avoir une incitation associée à participation active à un service public posé par la collectivité, quoi. Benoît, tu voulais intervenir? Non, non, je t'écoutais. Non, mais moi, je pense que c'est un vrai champ, effectivement. Alors, sans aller jusqu'à tout monétariser, parce que c'est quand même pas l'objectif non plus. Mais entre ne rien monétariser et tout monétariser ou demander du bénévolat complet versus du bénévolat qui donne accès à des avantages pécuniers ou non pécuniers, sociaux, non sociaux, etc. Il y a tout un champ à explorer que tout le secteur privé, on y revient, ne se prive absolument pas d'explorer et qui permet de générer de nouvelles formes d'activité, nouveaux modèles économiques, nouveaux trucs. Donc, dans le secteur privé, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire dans le secteur public, quoi. Moi, je crois, en 2 mots, quand même, le cœur aujourd'hui de la situation, c'est d'éliminer les obstacles à l'innovation, c'est-à-dire de permettre d'innover, d'expérimenter, sans dire tout de suite attention, 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 les normes, attention. Bon, je crois qu'il y a quand même une richesse potentielle qui existe sur le terrain qu'il faut permettre de développer. Et alors, il y aura des erreurs, il y aura immanquables, mais je crois que mettre sans arrêt l'accent sur les dangers est vraiment pas la solution. Je pense qu'on partage pour le coup tous autour de la table. On va s'arrêter là. Mais peut-être Ouais, pour rebondir vas-y. là-dessus, mais moi, ce qui m'avait frappé pour travailler sur les questions un peu d'innovation, la R&D, plutôt côté industriel et dans le champ de l'environnement, c'est qu'en gros, le référentiel d'action de la R&D n'est pas du tout le même que le référentiel de l'innovation ou de l'expérimentation publique. Où en gros, dans la R&D, on va accepter de financer 10 projets ou 100 projets. Il va y en avoir 1 ou 10 qui vont marcher et tous les restes vont se casser la gueule. Mais on est conscient que si on n'a pas cette logique de portefeuille, ben sans doute que le projet, il n'aurait jamais vu le jour si on n'avait pas financé les 10 ou les 12. Et en fait, c'est exactement pareil ce qu'il faudrait faire dans le secteur public. Plutôt que de lancer l'expérimentation, voir, et puis ensuite refaire la même ailleurs, voir. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Une logique un peu de portefeuille. C'est pour ça aussi que j'ai insisté là-dessus, mais on n'a pas trop reparlé, mais ça sera peut-être dans une séquence à suivre sur y aller tous azimuts, quoi. Peut-être tout secteur public, tout secteur d'action publique. Essayons dans le social, essayons dans la défense, essayons dans l'environnement. Et la défense le fait très bien. Et la défense le fait très bien. Mais absolument, absolument. Enfin, nous, on partage complètement. Et l'histoire des COP, c'est ça. Nous, pour ce qui est de notre cas, on s'est planté sur… Merci beaucoup, Gilles. À une prochaine. Merci. On s'est planté sur un certain nombre d'expérimentations, mais c'est parce qu'on en a fait plusieurs qu'on a réussi à améliorer, parce qu'on en a réussi quelques-unes et qu'on tire le fil. Et ça, c'est très, très difficile dans l'action publique.
C'est très mal perçu, en fait. C'est très mal compris, en fait, cette notion de portefeuille et d'essai-erreur qui est intrinsèque à l'innovation. C'est un peu antinomique de cahier des charges, et puis tu me rends ça, et puis j'analyse, et au bout de 3 mois, je te dis si tu as réussi ou tu n'as pas réussi, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut arriver à dépasser ça. Enfin, c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce sur quoi on se bat. Mais c'est une vraie notion qu'on a, qui n'est pas du tout évidente à aborder dans le secteur public, quoi. Bah, effectivement, à creuser. Alors, ce n'est pas exactement du service public partagé, mais le service public partagé pourrait en bénéficier aussi. Mais je serais intéressé aussi pour qu'on en reparle et qu'on recreuse ce sujet plus spécifique de l'innovation en secteur public. On a parlé capital risque, on a parlé droit à l'erreur et portefeuille. Ouais. Voilà, plein de choses à faire. Avec plaisir pour poursuivre la réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous tous participants. Merci beaucoup Clément de nous avoir accordé ce temps. On reste en contact, on échange sur la suite. Maintenant, on revient aussi vers vous pour voir si vous voulez participer au groupe, etc. Et puis, voilà, la suite au prochain épisode. Et très bonne fête de fin d'année à tous. Excellente Merci. fête. À bientôt. Au revoir. Euh, Au revoir. Merci. Au revoir.